C'est un raz-de-marée qui touche les côtes françaises, comme ici, à l'approche du port du Havre. Vêtements, vaisselle, ordinateurs, tous ces produits seront dans quelques heures seulement dans vos magasins. Ils viennent du monde entier, car jamais la France n'a été aussi ouverte au commerce international. Si la mondialisation nous a apporté des prix bas, elle a aussi supprimé des emplois parce qu'elle a fermé des usines ici, en France. Faut-il protéger l'industrie française de la concurrence étrangère? Faut-il fermer les frontières pour sauver nos emplois? C'est le thème de ce numéro exceptionnel de l'Angle Écho. Loin des outrances de Donald Trump, au cœur du continent, un petit pays a tout misé sur la mondialisation tout en sachant protéger ses productions locales. Ce pays, c'est la Suisse. Connu bien sûr pour ses vaches et ses montagnes, pour son chocolat, ses couteaux, ses montres vendues dans le monde entier. Un peu moins pour sa salade de mâche. Ou plutôt son rampon, comme on l'appelle de ce côté-ci des Alpes. Et pourtant, figurez-vous que c'est autour de cette salade que les Suisses ont érigé le plus haut rempart douanier de leur pays. Alors pourquoi est-ce qu'on protège autant une salade comme celle-là? Parce qu'elle coûte cher à produire. C'est un système déjà à la récolte. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, la plantation au début. C'est cultivé d'un dessert pour la période hivernale. Et c'est pour ça que c'est autant protégé en Suisse. Et ici, en Suisse, il n'y a rien de plus cher que la main-d'œuvre. Le salaire minimum pour un ouvrier agricole est, tenez-vous bien, à 3 214 € bruts par mois. Oui, plus de 3 200 € le SMIC agricole dans le canton de Vaud. Avec de tels salaires, comment concurrencer les tomates espagnoles ou la mâche nantaise qui sont vendues, elles, 2 à 3 fois moins cher? Seule solution, taxer la salade étrangère pour sauver le rampon suisse. Je vous explique le système. S'il y a suffisamment de légumes produits en Suisse par rapport à la demande, une barrière douanière est installée à l'entrée du pays. Pour notre rampon, elle peut aller jusqu'à 16 480 € la tonne. Importer de la mâche devient alors hors de prix. Et les paysans suisses sont assurés d'écouler leur stock sans concurrence à prix cassé. Inversement, si l'agriculture helvète ne produit pas assez pour satisfaire les besoins, des contingents d'importation sont autorisés pour les légumes qui manquent. Sur ces volumes, plus de taxes. La mâche étrangère peut entrer afin de remplir les assiettes suisses. Ou dans cette serre à tomates qui est tout simplement gigantesque. Vous produisez combien de tonnes de tomates? Aujourd'hui, on produit 6 000 tonnes de tomates, qui équivaut à peu près à 8% de la consommation suisse de tomates. Un investissement de 15 millions d'euros pour produire des tomates, même en plein hiver, au milieu des montagnes. Le tout sans un sou de subvention publique. Est-ce que vous auriez pu monter une serre comme celle-là si vous n'aviez pas eu le protectionnisme suisse? Non, on n'aurait pas pu, parce que les tomates qui viennent pendant la saison d'hiver, soit du Maroc, soit d'Espagne, les coûts sont tellement bas que le prix de vente des tomates ne nous permettrait pas d'amortir des serres comme ça, et de payer de la main-d'œuvre, etc. Sans la protection, on serait mort. Donc ça vous a aidé à construire une entreprise et à la développer? Oui. Merci le protectionnisme alors. Merci le système. Il y a 60 ans, ici dans la capitale italienne, en mars 1957, le traité de Rome est signé par les 6 membres fondateurs de la Communauté économique européenne. Toutes les frontières tombent jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Un vent de liberté souffle sur l'Europe qui va devenir le plus grand marché économique mondial. Les hommes, les capitaux et les marchandises y circulent sans entrave. Au début du XXIe siècle, le libre-échange atteint son point culminant. Jamais l'Europe n'a acheté et vendu autant de produits. Avec des gagnants, les consommateurs, et des perdants, les salariés. Vous allez le comprendre avec ces assiettes, par exemple. Ces assiettes, je les ai achetées en grande surface pour 2 à 3 € pièce, des prix imbattables.
Depuis le début des années 2000, ces produits inondent le marché français au point que nombre d'entreprises françaises ont disparu. L'une d'entre elles a survécu, c'est la célèbre faïencerie de Gien. Elle se trouve ici, juste à côté du parking. Créée en 1821, c'est un monument de notre patrimoine industriel. Marque de prestige, le savoir-faire du savoir-vivre, l'art du fait main. Vendu dans les cours royales et les grandes familles du monde entier. Mais Gien, c'est aussi le symbole de ces entreprises malmenées par la mondialisation. Il y a 2 ans menacée de fermeture, elle relève aujourd'hui la tête. Mais comment fait-elle? Eh bien, nous allons aller le voir de plus près. La manufacture a jadis compté jusqu'à 1200 salariés. Ils ne sont plus que 140 aujourd'hui. À cette lente agonie, Pascal Dalhuin ne s'est pas résigné. Spécialiste du redressement d'entreprise, il a racheté la faïencerie en 2014. Pour redresser l'entreprise, Pascal Dalhuin a misé sur le savoir-faire ancestral. Il a recruté 6 peintres capables de décorer jusqu'à 200 assiettes par jour à la main. Mais sa priorité, c'est le haut de gamme, un peu comme en Suisse, avec des artistes. Maria Dolores Lorenzo signe toutes ses réalisations, des pièces uniques. Un prestige qui a un coût. Ce modèle pivoine bleu, c'est 140 € pièce. Chez Gien, l'assiette la moins chère coûte 26 €. À ce prix-là, vous pouvez acheter 18 assiettes en grande surface. Et c'est tout le problème de l'industrie française. Comment lutter contre cette concurrence féroce? Alors, regardez, les tickets sont là, hein, je les ai achetés. Ça veut dire que c'est arrivé tout à fait légalement dans le pays et que personne ne fait rien. Il faut fermer les frontières? Les réguler. Ça veut dire contrôler vraiment ce qui arrive. Est-ce qu'on n'a pas été un peu naïf dans l'ouverture des frontières et qu'on voit le résultat aujourd'hui en termes d'emploi? Je pense qu'on a été un peu vite et qu'on a d'abord vu le consommateur. Alors c'est important que le consommateur puisse accéder à des produits à moindre coût, mais il faut veiller aussi à ce qu'il puisse avoir un produit de qualité et il faut veiller aussi à ce que les industries locales puissent fonctionner dans de bonnes conditions. La course au prix bas, imposée par la concurrence mondiale, a ravagé des pans entiers de l'industrie française. Délocalisation, un phénomène qui est régulièrement à la une des journaux, mais qui ne fait l'objet d'aucun recensement officiel. Pour établir cette carte des délocalisations, effectives ou en cours, entre 2010 et 2016, des géographes ont dû puiser dans les articles de presse. Électroménager, automobile, banque, habillement, tous les secteurs de l'économie française sont concernés. Le départ d'entreprises pour l'étranger, un mal qui a surtout frappé la Normandie, l'Île-de-France, le Centre, le Grand Est et les Hauts-de-France. Une terre que la mondialisation a martyrisée plus que les autres. Ici, dans le Pas-de-Calais, au cœur de l'ancien pays minier, les délocalisations font des ravages depuis bien longtemps. Et dans ce secteur, autour des terrils les plus hauts d'Europe, l'emploi a chuté de 35% en 15 ans, entre 1999 et 2013. Une hémorragie qui continue, en particulier dans l'industrie automobile. À quelques kilomètres des anciens puits de mine, à Douvrin, la Française de mécanique a été frappée à son tour. La FM, une gigantesque fabrique de moteurs installée il y a 50 ans pour donner du travail aux anciens mineurs. Renault, le premier, s'en est désengagé. La Française de mécanique n'appartient plus qu'à Peugeot Citroën, qui vient d'annoncer la construction d'une nouvelle chaîne de production de moteurs, mais en Slovaquie. Délocalisation, ce spectre hante toujours le Pas-de-Calais. Et même si la direction assure que le site n'est pas condamné, la CGT et son délégué Alain Labarre
ont vu l'emploi s'évaporer en moins de 10 ans. Bonjour messieurs. Bonjour. François Langlais, France 2 pour l'émission L'Angléco. Alain Labarre, Enchanté. de la CGT. Bonjour monsieur. Thomas Baudouin. François Langlais, bonjour. On venait voir alors un petit peu ce qui se passe ici, comment vous voyez l'avenir de l'usine française de mécanique. L'avenir de l'usine, on la voit très mal depuis une dizaine d'années, puisque au fil du temps, on nous vend nos bâtiments, nos terrains, on ferme des bâtiments. Et notre production a été divisée par 4 ou 5 depuis 13 ans. Et le nombre de salariés, il a suivi la même courbe. On a perdu depuis 2003 4000 emplois en CDI. Nous, qu'on connaît l'industrie dans le Pas-de-Calais, on n'est pas loin de Metal Europe, qui a fait un grand scandale à l'époque. Bien sûr. Ça fait 5 Metal Europe qui ont disparu en 12 ans, sans faire de bruit. Et alors ça part où? Alors, il y a une partie de production en France, actuellement, un peu en Slovaquie. Et on sait que PSA vient de décider de délocaliser une partie des productions pour fabriquer au plus près de l'usine montage de Tarnava. Tarnava, en Slovaquie. Tarnava, un nom étrange, un nom maudit à Douvrin. À 1300 km du Pas-de-Calais, c'est dans cette ville de Slovaquie qu'est installée, depuis 2006, la plus compétitive des usines PSA. Elle tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les moteurs de Douvrin y sont montés sur les C3 et les 208 qui seront vendus dans toute l'Europe. D'ici 2 ans, le principal moteur essence de la marque au Lyon sera fabriqué ici. Autant de travail perdu pour les Douvrinois. À Tarnava, le salaire mensuel d'un opérateur est de 664 € pour 40 heures par semaine, contre 1176 € dans le Pas-de-Calais pour 35 heures. Entre Tarnava et Douvrin, c'est le grand match du libre-échange. Mais y a-t-il vraiment des gagnants dans cette compétition où se jouent des dizaines de milliers d'emplois? Retour dans le Pas-de-Calais. Ici, personne n'est jamais allé en Slovaquie, mais Tarnava, tout le monde connaît. Tarnava, ça vous inquiète, ça vous... Oui, quand même, on n'aime pas voir notre savoir-faire se faire dans les pays étrangers, quoi. Pourquoi ils font ça, selon vous? Parce que dans les pays de l'Est, la main-d'œuvre est moins chère quand même. Le coût de la Oui, main-d'œuvre? Le coût est moins cher par rapport à chez nous, dans les pays en France. Pour les jeunes, même pour nous, pour finir notre carrière, c'est pas évident. Ça, c'est sûr. Pourquoi ils font ça, selon vous? Pour les bénéfices. Bon, pour moi, il n'y a que ça. On voit, ça fait 37 ans que je suis là. Vous avez vu l'évolution des choses ici? C'est exactement. Oui, maintenant, on commence à raser les ateliers à droite, à gauche. On a tout compris, hein. Oui. Leur inquiétude est d'autant plus forte que depuis 10 ans, l'usine de Douvrin n'a cessé de rétrécir. C'est d'abord la fonderie qui a été rasée en 2006, 1000 emplois supprimés. Puis les bâtiments administratifs et les ateliers qui sont vendus ou fermés les uns après les autres. Leurs entrées condamnées par des palettes. Petit à petit, la Française de mécanique s'efface du paysage. Et avec elle, les symboles de sa générosité passée. Les locaux du comité d'entreprise, sa piste de karting, ses terrains de sport et même l'étang de pêche des salariés viennent d'être mis en vente. Donc ça, c'est une ancienne cité minière. Voilà, juste derrière le panneau Douvrin, là on est vraiment dans les logements typiques du Nord. Hein. Après la fermeture des mines, la Française de mécanique est la dernière richesse de Douvrin et de ses 6000 habitants. Jean-Michel Dupont en est le maire depuis 2008. Ici, c'est le collège de Douvrin qui va être abattu et un nouveau collège va être construit. Là, avec un coiffeur qui s'est installé il y a 2-3 ans. Une petite ville ravagée par la désindustrialisation. Donc là, on arrive, c'est l'ancienne piscine qui ne fonctionne plus depuis très longtemps. Elle est bien désaffectée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que l'ancienne municipalité n'avait plus d'argent pour la faire fonctionner. Donc la faillite, oui, l'abandon. L'abandon est arrêté depuis 2004. Donc elle n'a jamais été réhabilitée. Ah oui, c'est un peu désolant, les vitres cassées. Donc ça, c'est maintenant voué à être abattu. La commune a vu ses principaux employeurs partir les uns après les autres.
Sur cette friche polluée s'élevait une usine chimique, Finalance, rasée dans les années 80. Ces bâtiments désaffectés, Filartois jusqu'en 2009, un fabricant de tapis et de moquettes qui employait 500 personnes. Qu'est-ce qu'on trouvait alors dans cet immense hangar? C'est des dizaines de milliers de mètres carrés. Il y avait plein de machines, plein d'ouvriers qui s'activaient. Et malheureusement, toutes les machines ont été démontées et expatriées à l'étranger. Après avoir redressé les finances de sa ville, Jean-Philippe Dupont se bat désormais pour donner une nouvelle vie à ses bâtiments, attirer des entreprises, comme ce fabricant de chaudières qui a créé 50 emplois l'an dernier. Avec un taux de chômage de 11,8% dans la commune, Douvrin en a bien besoin. Ce soir, c'est la cérémonie des vœux. L'occasion pour moi de rencontrer les habitants qui sont accueillis par le conseil municipal. Parlez-nous un peu de votre vie professionnelle alors. Donc vous avez été à la fonderie. J'ai travaillé en fonderie 40 ans. Ici donc. Voilà, à Eiffel. Aujourd'hui, la Française de mécanique. C'est fini. La Française de mécanique, c'est fini. On est en train, un petit peu à la fois, de vendre des bijoux de famille. 40 ans à la Française de mécanique et une conviction. Ces difficultés, c'est la faute à l'Europe. L'Europe, c'est une belle merde. Je vais vous dire ce que je pense de l'Europe. L'Europe, tant qu'elle ne sera pas sociale, ça ne sera pas une Europe. Il y a des élections bientôt. Oui. Ben non, personne. C'est-à-dire pas un des candidats qui se présentent ne vous semble à la hauteur de la tâche. Non. Et j'ai bien peur que ça soit Madame Le Pen qui passe. Et c'est pas ce qui aurait mieux pour nous. À l'échelle de l'Europe, le libre-échange redistribue donc les cartes. Douvrin qui pleure, Tarnava qui rit. Bienvenue en Slovaquie! À Tarnava, le parc aquatique vient tout juste d'être inauguré. Tarnava, la petite Rome de Slovaquie, avec sa myriade de clochers, est charmante sous la neige. Des monuments historiques, 60 000 habitants et beaucoup de poussettes dans les rues. À ceux qui pensaient trouver un pays en voie de développement, voici le miracle économique slovaque. Le taux de chômage est de 3,51% à Tarnava. Presque 4 fois moins qu'à Douvrin. Oui, entrez. J'ai rendez-vous avec le nouveau maire, qui est, à l'image de sa ville, jeune et dynamique. Bonjour, je suis Peter Brochka, le maire de Tarnava. Comment ça va? Ça va, merci, ravi de vous rencontrer. Gardez votre manteau, on va visiter la ville. Mais comment avez-vous pu faire un tel saut économique aussi rapidement? Eh bien, je pense que ce qui est bien, c'est l'économie ouverte. Les grandes usines, les grandes firmes sont venues apporter du travail aux habitants. On a été dans le nord de la France, à Douvrin, et là-bas, les gens sont effrayés par la concurrence des Slovaques. Qu'est-ce que vous en dites? Pour ce que j'en sais, chez Peugeot à Tarnava, ils ont le plus faible taux d'erreur pour chaque voiture. C'est sans doute que le travail fourni est très bon. Et il y a dû y avoir aussi des raisons économiques pour que PSA décide de délocaliser les emplois de France. Quelle sorte de raison? Peut-être la raison principale, ce sont les salaires. Je ne connais pas le salaire moyen en France, mais le salaire moyen en Slovaquie est plus ou moins de 1 000 € bruts par mois, c'est-à-dire environ 700 € net. Il y a une colère qui monte en France contre les délocalisations. Est-ce que vous comprenez cette colère? Oui, je la comprends parfaitement. Vous essayez de protéger vos emplois et vous voyez des pays étrangers qui font disparaître vos emplois. La question, c'est de savoir si le capitalisme, si ce système est supportable à terme. Parce que ce qui va se passer ensuite, c'est la montée de l'extrême droite qui nous ramènerait vers les années 30. Quelles seront les conséquences à long terme de cette ruée vers l'Est? PSA, Kia,
Volkswagen et même Jaguar, qui construit ici une nouvelle usine. Les salaires à moitié prix par rapport à l'Europe de l'Ouest ont attiré tous les constructeurs européens. À 10 minutes du centre-ville de Trnava, noyé dans le brouillard, on devine à peine la façade de l'usine Peugeot-Citroën. Sur le parking, les 208 et les C3 attendent le train. Il les conduira chez les concessionnaires d'Europe de l'Ouest. Le transport, un surcoût important que la productivité de l'usine doit donc compenser. La chaîne tourne à plein régime. 1000 voitures sortent de cette ligne chaque jour. Devant le succès commercial de la C3, les ouvriers de Trnava, beaucoup de jeunes femmes parmi eux, doivent désormais travailler aussi les week-ends. La production de moteurs ne devrait débuter à Trnava qu'en 2019. Il faudra alors embaucher des centaines d'ouvriers supplémentaires. Et ça s'annonce déjà très compliqué. Car la pénurie de main-d'œuvre, c'est le point noir dans cette conquête de l'Est par PSA. Juste à l'entrée de l'usine, Naborové, ça signifie recrutement en slovaque. Quelques Algeco, où PSA a rassemblé une dizaine d'agences d'intérim. Partout, des jeunes gens attendent, remplissent des formulaires dans les couloirs. Chaque semaine, ces agences doivent fournir 100 à 150 nouveaux ouvriers pour le montage sur les chaînes, car le turnover est énorme. Bonjour. Bonjour. Bonsoir l'anglais, France 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Actuellement, nous testons leur habileté manuelle et nous souhaitons savoir s'ils sont capables de monter un assemblage de pièces à partir d'un plan. Le problème, c'est que la plupart de ces candidats ne parlent pas un mot de slovaque. À côté d'Andrea, il y a donc aussi une traductrice. Alors, d'où viennent tous ces candidats? Eux, ils sont de Serbie, Serbie aussi, eux de Roumanie, et on a seulement 2 Slovaques. Donc ça veut dire que ça vient de tous les pays avoisinants? Oui, nous avons non seulement beaucoup de Serbes et de Roumains, quelques Slovaques, mais aussi des Hongrois. Pourquoi êtes-vous venu ici de si loin? Vous savez, en Serbie, il y a très peu de travail, et les salaires sont bas. Donc beaucoup de Serbes viennent ici en Slovaquie pour trouver du travail. Et Peugeot est bien connu chez nous. Il serait 500 ouvriers serbes à travailler dans l'usine PSA. Une main-d'œuvre étrangère si importante qu'il a fallu se préoccuper de son hébergement. Non loin de l'usine, à Zavar, le groupe français a fait construire il y a 10 ans une cité dortoir. Branislav commence demain sur les chaînes. Il a signé pour 2 nuits par semaine, le samedi et le dimanche. C'est l'agence d'intérim qui lui a procuré le logement dont le loyer, 90 € par mois, sera retenu sur sa paye. Pour ce prix, un 45 mètres carrés. Voilà, on est dans ma chambre. Voici mon lit. Et là, c'est le lit de mon jeune collègue. Un 2 pièces à partager entre 4 ouvriers. C'est meublé très simplement. Là, on a une télé. Là, c'est notre cuisine. Au bar de Zavar, ces 3-là en ont assez. Ils travaillent à l'usine depuis 5 ans et ne sont pas sûrs de vouloir continuer. Chez Peugeot, moi, je trouve que la vie est vraiment difficile. La vitesse des chaînes est élevée, les gens sont fatigués. Nous produisons 450 voitures par jour, enfin par jour, en 8 heures plutôt. Alors que quand j'ai été embauché, il y a 5 ans, on n'en produisait que 428 par équipe de 8 heures.
Et pendant ce temps-là, on n'a été augmenté que de 30 € sur le salaire de base, alors que les cadences n'arrêtent pas d'augmenter. C'est vraiment difficile à suivre. Regardez la feuille de paye d'un opérateur. 648 € net. Pour tenter de limiter la fuite de main-d'œuvre, PSA a annoncé début mars 6,3% d'augmentation pour les ouvriers de l'usine. Un coup de pouce qui va contribuer à rendre les Slovaques un peu moins compétitifs. Merci de nous retrouver. Alors, c'est Námestie Mikuláša, c'est ça? Námestie svätého Mikuláša. Oh là, oui, je suis pas Santa encore. Nicolas. František, le porte-parole du seul syndicat de l'entreprise, est tout à la fois satisfait par cette revalorisation et préoccupé par la concurrence sans fin entre ouvriers européens. Oui, j'ai effectivement entendu parler de ce nouveau projet de production de moteurs à Trnava. Et je comprends les craintes des collègues français, d'autant que désormais, nous aussi, nous luttons contre le phénomène de la main-d'œuvre à prix cassé. Ici, il y a une pénurie d'ouvriers parce que l'usine ne paye pas assez. Et donc PSA a décidé d'aller embaucher dans des pays où la main-d'œuvre est meilleur marché. En Serbie, en Bulgarie, en Roumanie. Donc pour nous, les Slovaques, ce sont eux qui cassent les prix. Alors que pour vous, les Français, c'est nous les ouvriers bon marché. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Trnava contre Douvrin. Derrière cet exemple de concurrence organisée par le libre-échange entre des usines et des ouvriers, c'est en fait toute la production industrielle du continent européen qui s'est réorganisée en quelques années. Comme on le voit ici, à l'usine PSA de Trnava, la production automobile en Europe de l'Est a littéralement explosé. Tous les grands constructeurs mondiaux se sont installés en Slovaquie, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, en Slovénie, en Serbie ou en Roumanie. Et pendant ce temps-là, la production de voitures en France s'est littéralement effondrée. Et regardez cette courbe. En 2005, la France produisait, tous constructeurs confondus, 3,5 millions de véhicules chaque année. Cette même année, à l'Est, on était à 2 millions seulement. 10 ans plus tard, c'est exactement l'inverse. Les courbes se sont croisées. La France ne produit plus que 2 millions de voitures chaque année, alors qu'à l'Est, on touche la barre des 4 millions. Un ciseau fatal pour l'emploi industriel français. Comment les constructeurs français, dont les résultats ont battu des records en 2016, peuvent-ils justifier de telles saignées? La réponse, c'est à Paris, avenue de la Grande Armée, au siège de PSA, que nous sommes venus la chercher. Yann Vincent, enchanté. Yann Vincent est le numéro 2 du groupe, son directeur industriel. Le nouveau modèle, la 3008. Fabriquée à Sochaux. Alors elle est faite en France, celle-là. Absolument. 308 ici, made in France aussi. 308, faite aussi à Sochaux. Sochaux, c'est l'usine historique du groupe? Absolument, l'usine la plus ancienne. Et aujourd'hui, elle est spécialisée dans la production de modèles plutôt haut de gamme. Dans la partie haute du segment, oui. Et ici, c'est la 208. Fabriquée à Poissy, en France, et puis à Trnava, en Slovaquie. Alors ici, c'est l'entrée de gamme. Donc qui, elle, est fabriquée en Tchéquie. Là, il n'y a pas de débat, c'est forcément à l'étranger. Sur une voiture, celle-là, elle est 100% fabriquée en Tchéquie, oui. Il y a 30 ans, la petite voiture Peugeot, c'était la 205. Elle était faite intégralement en France. Aujourd'hui, c'est la C3. Elle est faite complètement à l'étranger, en Slovaquie. Effectivement, le système industriel du groupe PSA, comme des autres groupes, il a évolué. Il s'est européanisé. Et fondamentalement, ce qui pousse à cette évolution, c'est pour être effectivement capable de vendre à un prix qui soit acceptable par le client. On est une marque généraliste. Franchement, on ne peut pas se permettre d'avoir des coûts qui soient élevés, quoi. Et on n'est pas Ferrari. Il y aurait donc une contradiction fondamentale entre l'intérêt du consommateur, qui veut des prix bas, et celui du salarié, qui veut du travail. En 2012, le directeur industriel de PSA de l'époque reconnaissait qu'une 208, vendue à partir de 12 700 €, toutes taxes comprises, aux clients, coûtait 500 € moins cher quand elle était fabriquée à Trnava, plutôt qu'en France.
Les consommateurs seraient-ils prêts à payer 500 € de plus une voiture fabriquée dans l'Hexagone? La direction de PSA a tranché cette question. Quelques semaines après cette interview, nous nous sommes procurés des photos des ateliers de Douvrin prises il y a peu. Une ligne de production de moteurs à essence est en cours de démontage. Les machines sont mises dans des caisses en bois et vont être expédiées en Slovaquie et au Brésil, à Porto Real, où PSA possède une autre usine. Mais ces délocalisations ont aussi eu des effets inattendus. Vous allez voir qu'elles permettent parfois de créer des emplois en France. Comme sur les bords de la Loire, près du château de Langeais, ici, délocaliser a permis d'embaucher. C'est le paradoxe de Plastivaloir, sous-traitant de l'automobile, une entreprise familiale devenue un groupe prospère coté en bourse, grâce à ces granulés de plastique. Je me présente, Patrick Findeling, je suis le président du groupe Plastivaloir. Sur ces chaînes, il fabrique des coques d'enceintes acoustiques, des interrupteurs, des abat-jours de lampadaires publics et bien sûr, des pièces automobiles. Il a assisté à tous les bouleversements de l'économie mondiale. Il y a une dizaine d'années, nous disions que la Chine faisait que du moyen de gamme, voire bas de gamme. Et bien sûr, ils ont évolué. Et maintenant, ils sont au moins aussi compétitifs que nous sur les outillages. Ce capitaine d'industrie va m'expliquer comment la mondialisation lui a permis de créer des emplois en France. Tout a commencé en 1995. Il était alors sous-traitant pour un fabricant de téléviseurs. Philips Adreux nous a indiqué que dans l'année qui venait, la fabrication des téléviseurs s'arrêtait et que nous devions les suivre en Pologne. Il y a une petite dizaine d'années, la demande a été faite de la part de l'industrie automobile dans les mêmes conditions. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le train, il passe qu'une fois. Le train est passé, nous l'avons pris. Donc Pologne, il y a une douzaine d'années, puis après, Slovaquie, Roumanie, Turquie, Tunisie, et là, dernièrement, Mexique. Depuis 1995, Plastivaloir a fermé 5 usines en France et en a ouvert 16 à l'étranger. En dehors de nos frontières, le groupe emploie aujourd'hui 2855 salariés. Un développement international qui lui a permis d'embaucher en France où, avec 12 usines, il est passé de 671 à 2395 employés, soit presque 4 fois plus de salariés français en 20 ans. Si je n'avais pas, moi, été en Pologne, par exemple, pour la télévision, des Polonais auraient pris ce marché. Et moi, je l'aurais complètement perdu. Il n'y avait pas vraiment d'autre solution. Absolument pas d'autre solution. Oui, ça veut dire que là, vous ne sauviez rien du tout. Ah ben là, on ne sauvait rien du tout. On ne sauvait même pas ce que vous voyez ici, puisqu'on n'aurait plus les productions. Donc là, vous auriez un friche industriel. L'innovation et la recherche sont restées en France. Aujourd'hui, c'est à Langeais que les pièces de tout le groupe sont conçues, dessinées, testées. L'expansion de Plastivaloir à l'étranger lui a permis de recruter en Touraine de nouveaux salariés, des commerciaux, des ingénieurs. Si Patrick Findeling de Plastivaloir a su tirer profit du libre-échange, c'est qu'il a bénéficié des nombreux accords commerciaux signés par l'Union européenne. Concrètement, ces accords ont pour mission de régler dans les moindres détails les échanges entre nations. Normes de sécurité, quotas et surtout droits de douane. La mission des gabelous, comme on les surnomme, vérifier que tous les droits de douane pour chaque conteneur sont bel et bien acquittés. Les douaniers du Havre n'ouvrent que 7 à 8 conteneurs par jour, à peine 1 pour 1000. Celui-ci vient de Chine. Alors, est-ce qu'on a les mêmes références partout, là? 450, 450? Il contient 2 types de marchandises aux droits de douane très différents. Donc, on va ouvrir pour vérifier si on est bien sur notre... C'est sur quelle référence? Et devinez ce que c'est? C'est bien nos cadres en alu. Vous en sortez une? Ouais. Des cadres et des fourches de bicyclette, taxés soit à 0, soit à 4,7%. Les douaniers doivent vérifier l'origine, la nature et la valeur.
Au total, l'importateur de ces pièces détachées devra payer 304 € de droits de douane. Moins de 1% de la valeur de la marchandise de ce conteneur. 304 € qui partent ensuite dans les caisses de Bruxelles. Mais les petits ruisseaux font de grandes rivières. Ces droits ont rapporté l'an dernier 18,6 milliards d'euros à l'Europe. Ils financent les routes, les ponts, les agriculteurs ou les fonctionnaires européens. Les douanes veillent aussi à faire appliquer les réglementations qui protègent nos productions européennes contre ce que l'on appelle le dumping. Explication avec les assiettes en faïence. Vous vous souvenez, les assiettes d'Augien? Si la manufacture existe encore, c'est que l'Europe l'a protégée. L'histoire commence en 2004. La Chine produit alors en masse des assiettes et les écoule à l'étranger à un prix artificiellement bas, inférieur au prix de vente en Chine. C'est ça le dumping. Alors pourquoi fait-elle cela? Vendre des assiettes à perte sans faire de bénéfice? Eh bien grâce à cela, elle tue la concurrence européenne pour mieux prendre sa place. Mais pour nous défendre, nous avons nos incorruptibles. C'est la brigade anti-dumping, direction Shanghai. Ils sont là quelque part dans la foule. Les enquêteurs d'élite de l'Union européenne. Les voici. Leur avion vient d'atterrir de Bruxelles. Ils vont passer 3 jours ici, à Shangyu. 800 000 habitants, l'une des innombrables zones industrielles et cités dortoirs de la Chine. Mais surtout, un centre de production de l'acier. Tenez, par exemple, ces longs tubes, forgés d'un seul bloc, sans soudure, pour le pétrole et le gaz. La Chine les exporte à prix cassé. Concurrence déloyale? Dumping éhonté? C'est à nos 3 enquêteurs de le prouver. La société soupçonnée de dumping, c'est la Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Company. Depuis 6 mois, ces tubes sans soudure sont déjà taxés à 71,8% en Europe. Une surtaxe provisoire imposée par Bruxelles qui ramène les prix chinois au niveau des prix européens en attendant les conclusions de l'enquête. Sur le perron, les Chinois sont souriants, mais ils ne sont pas contents. Ils trouvent la sanction injuste. Ce sont eux qui ont demandé à être inspectés pour ne plus être taxés. Nos inspecteurs partent ensuite visiter les stocks. L'inspection consiste surtout à prendre des photos, notamment de plusieurs tubes choisis au hasard. Du coup, cet après-midi, nous allons vérifier si ce tube se trouve bien dans les documents officiels. Le sort de la société chinoise se jouera ici, à Bruxelles, à la Commission européenne. 110 experts venus de toute l'Union avec une mission. Protéger les industries européennes de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, 97 mesures anti-dumping sont en vigueur contre des produits venus de Chine, mais aussi de Russie, d'Inde, d'Argentine ou encore de Malaisie. Et donc en total, on couvre, on protège aux alentours de 320 000 emplois en Europe. 320 000 emplois dans l'ensemble de l'Europe. Direct, exactement. Mais qui décide des droits anti-dumping? Si les taxes provisoires doivent, oui ou non, être confirmées? Pour combien de temps? Et à quel taux? Eh bien, ce sont les 28 États membres. Par un vote, dans cette salle, après de longues heures de discussion. Dans 3 semaines, Claudia de Césaris présentera l'enquête de son service sur les tubes sans soudure en acier chinois. Après 15 longs mois de procédure,